Monsieur Satori, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Justement, un an a passé depuis que vous êtes ici. Quel bilan faites-vous de vos activités au Parlement européen? D'abord, ça a été une belle découverte, ces institutions. Il a fallu comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, quand on a envie de porter des choses, de trouver des compromis avec les autres groupes, avec nos collègues d'autres pays, et de porter ce pour quoi on a été élu, et qu'on y passe un peu de temps, c'est vrai que ça prend du temps, c'est une très belle maison. Sauf que cette année a été une année très particulière, que ce soit par rapport aux enjeux qui étaient les nôtres dès l'arrivée ici, après l'élection, le Green Deal, le plan de relance européen, la crise du Covid et tout ce qu'elle a posé à la fois comme problématique de non-coordination des pays européens, comme enjeux sanitaires, sociaux, qui a rebattu les cartes de la discussion autour de la relocalisation de l'économie. On s'est aperçu tout d'un coup, de manière visible en France, en Europe, que même le paracétamol n'était pas produit sur l'espace de l'Union européenne, que sur la question sociale, qui n'est pas une compétence européenne, il y avait une attente de la part des populations. Et je pense que cette crise du Covid, et je pense évidemment aux victimes, aux malades et à leurs proches, devra à la fin nous pousser à regarder autrement, à nous organiser autrement et à faire de la politique d'une manière différente, plus proche des gens, plus proche de la réalité concrète de nos concitoyens et beaucoup plus actée sur les questions sociales et les questions écologiques. Alors, au niveau des conflits internationaux maintenant, quelle est votre position par rapport aux conflits de la Méditerranée orientale? Le grand sujet qui se pose, et j'essaye de garder une ligne directrice quand j'aborde ces soucis, je les aborde toujours à partir de la responsabilité de l'Union européenne. Quelle place l'Union européenne doit jouer dans la scène internationale pour la résolution des conflits? Comment est-ce qu'elle assume sa place de leadership international? Et de manière très concrète, comment elle accompagne les pays et comment elle accompagne la population? Et puis, la question des droits de l'homme, la question des libertés fondamentales sont partie prenante, sont dans les principes de l'Union européenne. Je souhaite qu'à chaque fois qu'on aborde nos relations avec un pays donné, que ce sujet-là soit au cœur des discussions des populations. On a rediscuté l'accord d'investissement avec la Chine il y a quelques semaines. Pour nous, c'était évident que la question du peuple ouïghour, de la manière dont les Ouïghours sont traités en Chine, devait occuper une place importante dans les discussions sur l'accord d'investissement avec la Chine. Et il n'était pas question que l'Europe s'engage si il n'y avait pas une prise de conscience de la part des dirigeants chinois. Ce que je vous dis sur le peuple ouïghour quand je vous parle de la Chine, je peux vous le dire sur l'Égypte. La question des droits de l'homme, la question des prisonniers politiques doit être un sujet important quand on aborde la relation avec la Chine. Et le Parlement s'est mobilisé depuis qu'on est là. Il y a une résolution très forte sur l'Égypte par rapport à la manière dont le régime d'Al-Sisi se comporte. Nous l'avons réitéré dans les débats. Nous avons envoyé des messages au Conseil et à la Commission. D'ailleurs, on a été entendu par la Commission puisque les fonds qui étaient prévus d'être versés ne l'ont pas été, et c'est une bonne chose. Et récemment, il y a une mobilisation importante que j'ai portée en tant que rapporteur spécial de l'Égypte avec ma collègue Maria Arena, la présidente de la sous-commission droit. Nous sommes 278 parlementaires au Parlement européen dans 7 pays membres et aux États-Unis, puisqu'une cinquantaine de membres du Congrès américain ont accepté de signer cette lettre qui est adressée au président Al-Sisi pour dire « stop, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer à mettre en prison de manière arbitraire des journalistes, des artistes, des militants pour le droit humain, des militants LGBT, sans qu'il y ait des conséquences. Si vous voulez être un acteur majeur dans cette région, et si vous voulez que l'Europe continue à travailler avec vous, vous devez cesser ces arrestations arbitraires, ce harcèlement de la part de vos oppositions. Et donc, la question des droits de l'homme, la question des respects du droit de la presse, des libertés fondamentales et individuelles et du droit à l'opposition de s'opposer doit être un point important dans le dialogue avec le régime égyptien. Alors, arrêtons-nous un temps soit peu sur le conflit qui oppose les Grecs et plus généralement l'Union européenne d'une part et la Turquie d'autre part par rapport à cette île
situé donc en Méditerranée orientale. Quelle est votre position à vous singulièrement, mais aussi la position de votre groupe, les Verts? Mais quel que soit le conflit, le groupe Vert, ici au Parlement européen, est pour une résolution non violente et non conflictuelle de ces conflits. C'est un sujet très important. La Turquie n'est pas n'importe quel pays, c'est un partenaire important de l'Europe, et on l'a souhaité, et c'est utile à l'Europe, notamment les pays européens ont souhaité confier le contrôle de leurs frontières par ce pays. La Turquie est membre de l'OTAN, mais ce n'est pas rien. Et l'Europe doit se sentir concernée par ce conflit, puisqu'on parle de 2 États membres, et arriver à faire entendre raison au régime turc. Et c'est compliqué, puisque pour le régime turc, ce qui se passe en Méditerranée est aussi une manière d'asseoir une autorité, d'asseoir une visibilité dans la région. Et donc, il faut arriver à mettre les parties prenantes autour d'une table pour trouver une solution, et l'Europe doit être ferme et doit être forte, mais il faut aussi continuer à soutenir toutes les parties prenantes et l'opposition turque et les différentes parties qu'il y a en Turquie, parce que c'est aussi un sujet de politique intérieure. Quand on a un chef d'un régime autoritaire quand il fait cette démonstration de force à l'extérieur, j'ai toujours le sentiment que c'est aussi fait pour asseoir son autorité et son emprise sur les populations au niveau local. Et donc on doit répondre à cette démonstration de force en étant fort, mais en laissant une porte ouverte au dialogue, tout en continuant à soutenir sur place les militants de droits de l'homme, les militants du droit humain, etc., etc. On doit marcher sur ces 2 jambes et garder tout le temps cet équilibre-là. Les conflits et leur aggravation ne sont pas bons pour l'humanité, ne sont pas bons pour la planète, et il faut évidemment tout faire pour les éviter. Vous remettez en cause les résultats des élections présidentielles qui ont porté M. Erdogan à la présidence turque? Non, je ne les remets pas en cause, il ne m'appartient pas de le faire. Je pense qu'il faut respecter les peuples et les processus démocratiques. Ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on se satisfasse de la manière dont les oppositions sont traquées, de la manière dont les oppositions sont criminalisées, du recul du droit de la presse, du recul des droits individuels. Et donc, je vous ai dit que l'équilibre est assez subtil, mais il faut le trouver. Il faut respecter la libre détermination des peuples et soutenir les oppositions et la démocratie. Et il faut aussi être ferme. Donc, il faut toujours travailler, jouer sur ces équilibres-là. S'agissant de la Libye à présent, quel est votre avis sur le désormais accord de Bouznika, sur le partage des postes dans ce pays en guerre? Moi, j'ai soutenu ce processus de Bouznika et j'en ai même dit du bien. Et je trouve que l'intermédiation bienveillante qu'a occupé le Royaume du Maroc dans cet exercice est une bonne chose. C'est aussi une manière de faire de la géopolitique internationale que de mettre les Libyens entre eux autour d'une table et de les laisser se parler pour trouver entre eux les solutions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des interventions étrangères, ces interventions ne sont jamais neutres, ne sont jamais innocentes et essayent de pousser dans un sens et dans l'autre. Moi, je suis persuadé que la paix en Libye viendra d'abord des Libyens et quand ils arrêteront d'être soumis à des influences étrangères. Et donc j'ai trouvé que cette démarche, cette méthodologie qu'a eu le Maroc pour cette discussion sur Bouznika était une bonne chose. Et je souhaite que ça se poursuive, qu'on rajoute la brique politique, la discussion autour des postes de souveraineté est une bonne chose, parce que c'est aussi ça. Reconstruire une unité, c'est aussi de discuter qui dirige la Banque centrale et comment elle doit travailler, qui est responsable de la Société du pétrole, et on sait le poids que pèse la vente de pétrole dans les ressources de ce pays, qui occupe les différents postes à responsabilité, le Parlement, etc. Et je pense qu'il faut rajouter une brique politique pour pouvoir organiser des élections et avoir une gouvernance collective de transition sur 10 ans qui permet de ramener de la stabilité, ramener de la prospérité et redonner enfin de l'espoir à ce peuple libyen qui souffre depuis maintenant beaucoup d'années. Qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Algérie vis-à-vis de la crise libyenne? Le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré récemment que la seule solution
comme vous le disiez d'ailleurs à l'instant, en Libye, elle doit être libo-libyenne, mais il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire organiser des élections malgré les difficultés, quitte à commencer région par région. D'abord, moi, je ne sais pas répondre à la question qui doit commencer, qui a commencé, ce que cela fait la poule. Ce que je sais, c'est que la résolution de ce conflit doit se faire dans la concertation et l'acceptation de toutes les parties prenantes. Il faut à la fois n'exclure personne, mais il ne faut donner de l'autorité ou un espace disproportionné à personne. Il faut arriver à un équilibre partagé et un accord partagé. Et l'essentiel, c'est de ramener la stabilité et la prospérité au service des Libyennes et des Libyens. L'Algérie est un grand pays du Maghreb. C'est un grand pays. Que l'Algérie aspire à jouer un rôle, moi, ça ne me pose aucun problème, au contraire. Et je pense qu'il faut que les initiatives des uns ne viennent pas délégitimer les initiatives des autres. Tout le monde peut participer à la stabilité dans le Maghreb. La stabilité du Maghreb sera un point important pour la stabilité dans le bassin méditerranéen. Et tout le monde peut jouer un rôle. Moi, je souhaite vraiment que cette concurrence entre les pays du Maghreb cesse. L'union du Maghreb arabe et la coopération entre les États et les peuples peut être une source de prospérité importante pour tout le monde. Et je invite tous les dirigeants dans cette région à éviter les concurrences des uns vis-à-vis des autres et à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour leur population. On va en parler tout à l'heure en détail de la région du Maghreb central qui visiblement pour l'instant est le plus stable dans la région. Monsieur Satouri, un mot sur les centres de détention d'Éthiopiens, des migrants éthiopiens en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je pense qu'il y a une résolution du Parlement européen à ce sujet. C'est un vrai scandale. Moi, j'en ai eu écho il y a déjà plusieurs semaines, notamment à travers des rapports d'ONG et dans la presse. C'est un véritable scandale. Ce pays ne peut pas continuer à se comporter comme ça. Et donc, que la voix de l'Europe s'exprime de manière forte à travers une résolution pour rappeler l'Arabie Saoudite à sa responsabilité sur ce sujet est une très très bonne chose. Enfin, l'humanité depuis 5-6 mois vit un drame terrible lié à la crise du Covid. Et au moment où on avait besoin de solidarité, de soutien, ce grand pays qui a les moyens, ce n'est pas un pays pauvre, l'Arabie Saoudite, qui, dans la prospérité et le bien-être, a aussi été réalisé grâce à l'apport de main-d'œuvre étrangère qui ont participé à travailler, et je le dis entre parenthèses, et à servir les Saoudiens. Au moment où cette crise s'enclenche, au lieu d'aider, au lieu de soutenir, parce que ce pays a les moyens, il enferme de manière inhumaine avec la porte ouverte à de la contamination. C'est pas bien. C'est pas bien. Et ce pays qui a les moyens ne devrait pas faire ça. Vous adhérez au nouveau pacte de la migration de l'Union européenne ? Moi, je pense que le sujet de la migration ne se réglera pas, je l'ai toujours pensé, je vais continuer à le penser, ne va pas se régler uniquement par le contrôle aux frontières. Et la question de la coopération, tellement répétée depuis 30 ans, pour qu'il y ait une prospérité dans les pays d'où part l'immigration, doit réellement aujourd'hui se mettre en place. Et on a une occasion rêvée. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout début de ce mandat, on a adopté le Green Deal. Si on pense que les 27 membres de l'Union européenne peuvent réaliser les objectifs du Green Deal seuls, sans leurs voisins, je pense qu'on se trompe. Pour l'efficacité énergétique, pour l'apport en énergie renouvelable, pour l'agriculture respectueuse de l'environnement, pour réussir cet enjeu, on a besoin de nos voisins de proximité. Et moi, j'ai défendu avec mes collègues au moment de l'élection la taxe frontière au carbone, qui est censée réduire les distances, mais on ne doit pas l'appliquer de la même manière à tout le monde. Moi, je fais une différence en ce qui vient de très très loin, et particulièrement de la Chine, et ce qui peut venir du bassin méditerranéen. Et nous devons créer un statut spécial pour nos voisins, parce que notre autonomie alimentaire, notre autonomie énergétique passera aussi par le travail avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, une partie de l'Afrique subsaharienne. Moi, je rêverais d'un grand plan subsaharien de l'énergie renouvelable.
le soleil est omniprésent quasiment toute l'année. Et donc, si dans le Sahara, on installait des espaces de production d'énergie solaire, d'abord pour le développement de ses propres pays, et ensuite pour en importer une part, et une part conséquente, vis-à-vis de l'Europe, et les réseaux existent et peuvent être améliorés pour nous permettre d'avoir l'autonomie énergétique de l'électricité à travers le renouvelable, vous voyez que ça serait gagnant-gagnant. Ça nous permettrait de tenir nos engagements sur notre part du renouvelable et ça peut permettre à ces pays-là de retrouver une autre source de développement. La gestion du pétrole et la géopolitique autour du pétrole a tellement créé de dégâts dans le monde, peut-être que la gestion et la géopolitique du solaire et du renouvelable peut ramener de la stabilité et réparer ce que le pétrole a coûté, que ce soit pour les gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète ou pour la déstabilisation d'un certain nombre de régions. Moi, je le crois profondément. Monsieur Satory, je sais que l'environnement vous tient à cœur. Vous êtes vert, foncièrement vert, mais ma question était sur le pacte, le nouveau pacte de la migration de l'Union européenne qui a été décrié de manière forte par des organisations des droits de l'homme. Est-ce que vous y adhérez? Quelle est votre position? Je partage une grande partie des critiques que les ONG ont émises sur ce pacte. Alors, on évoquait tout à l'heure l'Arabie saoudite, les centres de détention, pour ne pas accabler que ce pays existe aussi dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Algérie, non seulement en Tunisie, ils existent, par exemple, et qui sont financés par l'Union européenne. En Libye, mais ils ont été financés par l'Union européenne et ça fait des mois que les écologistes le disent et je l'ai personnellement dit en plénière. C'est un scandale. Et j'ai commencé par ça tout à l'heure en vous disant, attention, dans nos rapports aux autres pays, la gestion de nos frontières ne doit pas l'emporter sur les valeurs et les droits de l'homme qu'on défend. Et toute cette politique autour de la migration et de la gestion de frontières devrait être revue et corrigée, pas à l'aune uniquement de nos intérêts stratégiques, mais aussi à l'aune des valeurs qu'on défend, puisque le dialogue international est aussi un dialogue de valeurs. Allez, on va ouvrir le grand dossier du Maghreb central et ses relations, surtout économiques et commerciales, avec l'Union européenne. Quelle est votre vue d'ensemble par rapport à ce dossier? Je trouve que pour l'instant, on ne va pas si loin, que la relation est encore disproportionnée entre l'Europe et ces pays-là. Moi, j'appelle à plus d'équilibre. Et au-delà de la politique de voisinage et des aides sectorielles que l'Europe apporte au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un véritable partenariat, un Green Deal transfrontalier avec nos partenaires de proximité pour permettre à ces pays-là de rattraper le retard en développement et de pouvoir bénéficier de nouvelles ressources et de développement. On ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes. L'impératif écologique de limitation de l'émission de gaz à effet de serre ne doit pas nous permettre de nous renfermer sur nous-mêmes, mais on doit pouvoir trouver le moyen de travailler avec ces pays-là pour leur permettre d'avancer sur leur propre modèle de développement. Je parlais des renouvelables tout à l'heure. Le Maroc a une expérience très intéressante. Aujourd'hui, le Maroc est déjà à 35% d'énergie renouvelable et il a un objectif de 55% sur les prochaines années. Cet effort-là, au Maroc, doit être renforcé, aidé par les Européens, mais le modèle marocain, l'expérience marocaine, doit servir de modèle dans tous les pays du bassin méditerranéen et d'Afrique. Les accords de libre-échange remis en cause aujourd'hui par l'ensemble des pays du Maghreb, et ils ont raison. Notamment le Maroc et la Tunisie, donc qui pensent même à proposer une autre alternative. Récemment, l'Algérie demande à réévaluer cet accord avec l'Union européenne. Que dit ici le Parlement européen au niveau de la délégation? Ils ont raison de remettre en cause ces accords de libre-échange. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'ici, vous pouviez trouver des députés de différents groupes qui dénoncent les accords de libre-échange pour l'Europe, mais en même temps, on laisse la Commission travailler à construire des accords de libre-échange pour faire subir au Maghreb, aux pays que vous avez cités, ces mêmes accords. Et donc, si les accords de libre-échange ne sont pas bons pour nos agriculteurs quand il s'agit de faire le Mercosur,
eh ben, ce n'est pas possible qu'on les défende et qu'on n'ait pas comme préoccupation les agriculteurs marocains, tunisiens, algériens. Et donc, moi, j'ai envie qu'on sorte de cette logique des accords de libre-échange. Je veux des accords de partenariat stratégique, gagnant-gagnant pour tout le monde. Et on a une responsabilité, y compris pour la question migratoire, d'aider ces pays-là, à leur rythme, d'avoir leur propre itinéraire de développement. On ne peut pas, pour sauver les agriculteurs productivistes européens, détruire des exploitations petites et moyennes en Tunisie, en Maroc et en Algérie. Ça serait scandaleux que de le faire. Donc moi, je suis ravi que ces pays-là aient pu, je vais utiliser un terme fort, oser dire « c'est pas possible, cette affaire ne nous convient pas ». Et je leur assure ici au Parlement du soutien au moins des députés écologistes, voire au-delà, parce que cette prise de conscience sur cette mondialisation délirante qui détruit tout sur son passage, aujourd'hui, depuis cette crise du Covid, il aura peut-être fallu ça, est en train de monter, et je pense qu'à l'avenir, ils trouveront plus de soutien dans nos institutions européennes que par le passé. Parce qu'il est clair, selon les experts, les plus grands experts européens et maghrébins, s'il y a un gagnant par rapport à ces accords de libre-échange, c'est bien l'Union européenne. Aujourd'hui, les socialistes et les démocrates, par moment, ils ne peuvent pas avoir une majorité sans le soutien des Verts. Oui. Donc vous êtes en train de devenir aussi important ? On est un groupe plus important que par le passé. Il n'empêche que Ursula von der Leyen a trouvé au sein du groupe Renew des libéraux, du groupe PPE, du groupe socialiste, une majorité de justesse. Ça s'est passé à 9 voix près pour avoir une majorité, avoir un vote positif du Parlement européen. Mais il est clair que les écologistes ont progressé par rapport au mandat précédent. Et puis surtout que les idées écologistes progressent, y compris sur un certain nombre de sujets, dans la tête de députés d'autres groupes, et notamment au groupe socialiste. Et donc, oui, cette prise de conscience qu'il faut changer de modèle radical, sortir de la mondialisation, nous comporter différemment avec nos voisins, jouer gagnant-gagnant, arrêter d'avoir des échanges où on veut toujours pouvoir faire fonctionner que notre économie pour produire tout et n'importe quoi, vendre des céréales produites avec l'apport des produits chimiques ici pour détruire les exploitations de l'autre côté. Tout ça est complètement délirant. Tout ça ne correspond à aucune logique à part celle de la rentabilité immédiate. Et il est temps d'arrêter cette logique de la rentabilité immédiate, d'être dans du durable et dans des relations bienveillantes avec nos voisines et nos voisins. Vous avez les instruments politiques pour aller au-delà du discours ? Les instruments opérationnels de travail avec nos voisins existent. On n'a pas besoin de les réinventer. Ce qu'on a besoin, c'est de volonté politique. Moi, quand j'entends la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je suis, la plupart du temps, quand j'entends les discours, plutôt satisfait. Jamais à 100%. Mais allez, à 80% dans ce qu'elle dit, je suis plutôt d'accord. La différence qu'on a, c'est entre le discours et le passage à l'acte, il reste encore des disparités. Mais l'objectif des parlementaires, c'est justement d'agir pour faire avancer plus vite les choses et faire en sorte que les discours se traduisent en actes. Et je crois que les fonctionnaires européens sont souvent dans l'imaginaire populaire décrié, les technocrates qui ne connaissent pas la réalité. Moi, j'ai vu ici à plusieurs occasions des gens très compétents, très engagés, qui ont juste besoin qu'on leur donne la direction pour qu'ils puissent faire et faire bien. Et donc c'est possible, mais il faut du courage, il faut de la volonté politique, et on ne réussira pas ces enjeux sans un soutien de l'opinion publique, que ce soit ici en Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée. Mounir Chatouri, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Le plaisir était partagé. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.